Bonjour, bienvenue sur Histomène, la chaîne de l'histoire de la médecine en question, qui va évoquer, après celle de Montpellier, la naissance de l'université de Paris en l'an 1200. Dans une troisième et dernière vidéo sur ce sujet des universités, nous voyagerons en Italie, à Bologne et Padoue. Intéressons-nous donc à l'université de Paris, où régna la scolastique aristotélicienne et qui rentra en concurrence avec Montpellier. C'est en effet dès le début que va se forger l'image de l'opposition traditionnelle entre les deux facultés, Paris se tournant vers des spéculations théoriques et Montpellier se formant au contact des réalités médicales concrètes. En 1215, sous le règne de Philippe Auguste, dont on voit ici le sacre à Reims en 1179, Philippe de Courson, alors légat du pape Innocent III, donnait ses statuts à l'université de Paris, qui avait été reconnue par le roi 15 ans plus tôt, mais qui existait en fait depuis 1170, à l'époque où Abélard s'éprenait d'Héloïse. C'est à la suite de conflits opposant les écoles de droit de Paris aux autorités royales, épiscopales et pontificales, que Philippe Auguste, l'inventeur de la nation française de nos livres d'histoire, avait entrepris de les regrouper en une communauté et de garantir leur autonomie. Aussi promulgua-t-il, en cette année 1200, une charte assimilant les écoliers à des clercs, afin de les placer sous la haute autorité du pape. Ici, le sceau de l'université de Paris au XIIIe siècle. Au centre, on reconnaît la Vierge encadrée par saint Nicolas de Myre, protecteur des écoliers, et par sainte Catherine, patronne des écoliers, des nourrices et des notaires. Les maîtres et écoliers, au sens d'étudiants en ancien français, bénéficiaient ainsi de privilèges, comme celui d'être jugés par un tribunal ecclésiastique, c'est-à-dire la justice de l'évêque, et non civile, la justice royale. Nous verrons que cela aura son importance. Un arbitrage pontifical organisa alors cet enseignement en 4 facultés, arts libéraux, théologie, médecine, et décret, c'est-à-dire le droit canon. Si l'université de Paris prenait son autonomie par rapport au roi et à l'Église, elle passait donc sous l'autorité du pape, et Innocent IV compléta d'ailleurs le règlement en 1217, il était représenté par le chancelier de Notre-Dame. Ainsi, en 1229, à la suite de la répression violente par la garde de Paris, au décours d'une altercation, le Mardi Gras, dans une taverne du quartier Saint-Marcel, entre étudiants et tenanciers, qui s'était transformée en véritable émeute, les maîtres, associés aux étudiants, décidèrent alors une grève des cours. Une partie des étudiants quitta alors Paris pour poursuivre leurs études dans d'autres universités comme Reims, Toulouse ou Oxford en Angleterre. Après 2 années de négociations, le pape Grégoire IX, lui-même ancien étudiant de Paris, publia finalement la bulle pontificale Parens Scientiarum, la mère des sciences, le 13 avril 1231, que l'on considère a posteriori comme la grande charte de l'université de Paris, parce qu'elle garantissait l'indépendance de l'université. Il faut savoir qu'à l'époque, le médecin, quelle que fût sa ville d'ailleurs, n'avait pas vraiment d'existence propre. Il ne vivait qu'à travers la faculté qui dictait ses actes et ses opinions. La faculté de l'époque, et notamment celle de Paris, doit donc être perçue avant tout comme un organisme professionnel de corporation, au même titre que celle des drapiers ou celle des bâtisseurs, avec tout cela comporte de péjoratif dans l'emploi actuel du mot corporatisme. Il est difficile d'évaluer la densité médicale de l'époque, mais néanmoins Paris, la plus grande ville d'Europe, avec une population d'environ 200 000 habitants, comptait en 1328 environ 220 praticiens, toutes disciplines confondues, ce qui donne environ 1,1 praticien pour 1000 habitants comme densité minimale. À la même époque, Montpellier offrait une densité de praticiens de 1,8 pour 1000, donc un peu plus élevée que celle de Paris. Aujourd'hui, la densité médicale est environ de 1 généraliste pour 1000 habitants. À Paris, un règlement de 1331 stipulait que la licence pouvait s'obtenir en 56 mois ou par 6 ans, à ordinaire et à court. Cette licence terminait normalement les études, mais très vite, la faculté de Paris exigea un grade complémentaire, la maîtrise,
et c'est à la fin de la 7e année que l'étudiant pouvait se présenter à l'examen final qui permettait alors d'obtenir cette maîtrise. C'est également au XIIIe siècle que fut aussi créé le dernier grade, le doctorat, permettant l'enseignement de la médecine avec le titre de docteur régent. Au début, la faculté n'avait pas de locaux propres. Les grandes réunions de régents avaient lieu à Notre-Dame ou à l'église des Mathurins, et les cours se faisaient à l'extérieur, dans les jardins, parfois dans la rue, ou alors au domicile des professeurs. Parfois, les cours se déroulaient aussi dans des granges, à l'exemple de celle de la rue du Foire, de la rue des Rats, perpendiculaire à la rue de la Bûcherie, en bordure de Seine, ainsi nommée car elle desservait le port aux Bûches et se trouvait non loin de l'Hôtel-Dieu. Le premier bâtiment de l'université fut d'ailleurs érigé dans cette rue de la Bûcherie en 1472, à l'emplacement de l'actuel amphithéâtre Winslow, bâti en 1728, que l'on voit ici sur une vieille carte postale. Et si ce bâtiment existe toujours, le premier n'existe plus. Il avait été construit grâce au don de Jacques d'Espard, premier médecin de Charles VII, qui fut reçu docteur en 1440. Comme d'Espard était un spécialiste d'Avicenne, le médecin persan fut avec Hippocrate et Galien, mais aussi Dioscoride, Rhazès, Jean Mézué, sans oublier les écrits de l'école de Salerne, à la base de l'enseignement de cette nouvelle faculté. En 1395, la bibliothèque de la faculté de Paris ne possédait néanmoins pas plus de 10 ouvrages, alors qu'elle est aujourd'hui l'une des plus riches du monde. Je rappelle ici l'anecdote de l'ouvrage de Rhazès qu'elle consentit à prêter à Louis XI, mais sous couvert d'une très forte caution. En 1270, l'université de Paris comprenait un doyen. Le premier fut nommé en 1267. 6 maîtres régents, reconnaissables à leur bonnet carré, et qui avaient le privilège de battre monnaie. Les statuts, qui les renouvelaient tous les 2 ans, leur permettaient de choisir les enseignants. 2 professeurs alternaient d'une année sur l'autre. Celui du matin enseignait les choses naturelles et non naturelles, c'est-à-dire l'anatomie, où il se faisait assister d'un chirurgien, mais aussi la physiologie et l'hygiène. Celui de l'après-midi s'occupait des maladies et de leur traitement. Le professeur de botanique enseignait le nom et la vertu des plantes, tandis que celui de pharmacie enseignait le nom, la composition et la préparation des médicaments. Le célibat, on l'a vu, était obligatoire, car la faculté était composée, au début, essentiellement d'ecclésiastiques. Mais l'image du médecin clerc ne sera plus qu'une exception à la fin du Moyen Âge, et le grand schisme d'Occident provoqua définitivement la laïcisation des études de médecine. Comme nous l'avons vu précédemment, cette laïcisation de la médecine avait en fait commencé bien avant. En 1130, le concile de Clermont, et en 1131, celui de Reims, tentèrent d'interdire la pratique de la médecine au clergé régulier. Quelques années plus tard, en 1163, lors du concile de Tours, l'Église décréta Ecclesia arboret ad sanguine, c'est-à-dire l'Église à horreur du sang. Avec ce décret, les médecins, la plupart membres du clergé à l'époque, ne pouvaient donc plus pratiquer la chirurgie, et celle-ci était reléguée à un rang inférieur pour de nombreuses années. En 1215, Innocent III alla encore plus loin et interdit explicitement aux prêtres d'exercer la chirurgie avec le 4e concile de Latran. Cette interdiction de la pratique de la chirurgie par des médecins conduira des professionnels comme les arracheurs de dents, les marchands forains ou les barbiers à réaliser des interventions de petite chirurgie, sans oublier les rebouteux et autres charlatans. De plus, la conception mystique qui s'imposait aux religieux les incitait davantage à assister les âmes qu'à secourir les corps. Malgré cela, la règle du célibat demeura à Paris jusqu'en 1452, date de l'intervention du cardinal d'Estouteville, envoyé du pape. De 15 à 20 000 étudiants, appelés scolliers, volontiers turbulents, étudiaient donc à l'université de Paris, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le quartier latin, pas très loin de l'Hôtel-Dieu, auquel ils accédaient entre autres par le Petit Pont. À l'intérieur de chaque université, comme nous l'avons vu à Montpellier, les étudiants étaient répartis en nations. L'inscription dans une nation était bien sûr obligatoire.
Elle apportait, en contrepartie, aide et fraternité à l'ensemble de ses membres. C'est d'ailleurs au travers de ces nations que se reflétait le mieux l'aspect corporatif de ces universités. Chaque nation avait un sceau, comme ici le sceau de la nation d'Angleterre. Elle avait également des magistrats appelés procurators. Les 4 nations réunies élisaient un chef, le recteur, auquel les professeurs étaient tenus, lors de leur promotion et une fois dans l'année, de prêter serment d'obéissance. Placés sous sa juridiction, ils pouvaient être condamnés non seulement à l'amende, mais être exclus de l'université. À Paris, on trouvait la nation de Normandie, qui comprenait Normands et Bretons, et qui se réunissait au collège d'Harcourt, près de la porte Saint-Michel. Les nations de Picardie regroupaient 5 villes, Beauvais, Amiens, Noyon, Laon et Arras, auxquelles il faut ajouter les évêchés de Boulogne, Ponteau-de-Mer, Ypres et tous les diocèses de Belgique jusqu'à la Meuse. Ces assemblées se tenaient alternativement au collège du cardinal Lemoine et au collège de Boncourt. La nation d'Angleterre, qui changea de nom à la guerre de Cent Ans et devint nation d'Allemagne, groupait les Allemands, les Anglais et les Suédois. Elle se réunissait dans une salle d'un cloître des Mathurins. Les Anglais étaient toutefois peu nombreux. En 1167, le roi Henri II avait en effet interdit aux étudiants anglais de suivre les cours de l'université de Paris, un Brexit avant l'heure, et avait fait rappeler Manu Militari les clercs anglais de Paris ou dispersés dans la France et sur le continent européen d'ailleurs, ce qui permit d'ailleurs le développement de l'université d'Oxford. La nation de France, la dernière, englobait avec les Français des évêchés de Paris, Bourges, Sens, Tours et Reims, tous les universitaires de langue latine comme les Italiens et les Espagnols. Les étudiants étaient logés chez les habitants du quartier ou dans des collèges, à l'exemple de celui créé par Robert de Sorbon en 1253, la fameuse Sorbonne, le plus célèbre mais pas le premier. En effet, le point de départ de la création de ces collèges fut le fait d'un acte charitable par lequel, en 1180, un bourgeois de Londres du nom de Josse, revenant de Jérusalem, acheta une salle à l'Hôtel-Dieu de Paris et fonda une rente qui permit d'entretenir et de coucher 18 clercs et scolliers. En retour, ceux-ci se chargeaient de veiller à tour de rôle les morts de l'hôpital et de porter aux enterrements la croix et l'eau bénite. Plus tard, les étudiants sortiront de l'Hôtel-Dieu et posséderont une maison en propre, à l'exemple du collège des 18. Le régime de ces collèges était très sévère, les règlements intérieurs étaient dans une certaine mesure ceux des maisons religieuses. Ainsi, il n'était pas permis d'y introduire ni chiens ni femmes. À Paris, les médecins étaient dispensés de la garde de nuit et de jour, mais à côté de cela, ils étaient justiciables des tribunaux ecclésiastiques, et quand la justice séculière les arrêtait, elle d'ailleurs devait les remettre entre les mains des gens de l'évêque. Souvent, l'autorité royale se brisa contre l'université. Nous l'avons vu en 1229. Elle s'affranchissait de toute tutelle, ne reconnaissait que sa juridiction propre et pratiquait le droit de coalition et le droit de grève, si justice lui était refusée. La solidarité entre maîtres et élèves était en effet très étroite. La menace de quitter la ville était une calamité pour les autorités, qui leur donnaient donc souvent raison. Contre le chancelier, contre les rois même, l'université invoquait la protection du sien siège, mais à côté de ça, elle ne se montrait pas toujours très docile aux instructions et aux ordres pontificaux. Essentiellement théologique au début, l'enseignement de la médecine à Paris vint donc après. Celui-ci devint véritablement autonome vers 1280, raison pour laquelle j'ai donné cette date comme date de naissance de l'Université de Paris sur une vidéo précédente. Je m'en excuse. L'enseignement restait un enseignement global, essentiellement Hippocrate et Galien d'ailleurs, sans spécialisation, mal différencié de la botanique, de la physique et des sciences dites naturelles. Des stages pratiques furent néanmoins introduits à partir de 1335. On note quelques différences entre l'enseignement de Montpellier et de Paris, mais on retrouve les mêmes grandes étapes. Baccalauréat, examen de la pratique pour obtenir la licence, toujours source de présents aux professeurs et autres dignitaires de l'Église, suivi de l'acte de paranymphe, par lequel le licencié épousait en quelque sorte la faculté qu'il acceptait dans son sein. Lors de cette cérémonie,
l'impétrant recevait du chancelier licence et faculté de lire, d'enseigner, d'interpréter et d'exercer la médecine avant d'aller remercier Dieu dans une cérémonie. Le licencié pouvait s'arrêter là, ou alors poursuivre jusqu'au doctorat, au cas où il voulait enseigner à son tour. Hélas, rapidement, comme nous l'avons dit en introduction, l'université de Paris dériva vers la scolastique, lire, apprendre, répéter, au détriment de l'observation et de l'expérimentation qui étaient en vigueur notamment à Montpellier. L'université de Paris rentra donc logiquement en opposition avec les livres naturels d'Aristote, qui furent d'ailleurs censurés, alors que d'autres universités, comme Montpellier ou Toulouse, continuèrent à les étudier. L'enseignement à Paris resta donc médiocre, et contrairement à Montpellier, l'université de Paris ne donna jamais de grands médecins à l'époque. Il faut aller les chercher en dehors du circuit universitaire, et notamment en chirurgie, au collège Saint-Côme, créé par Jean Pitard, le compagnon de croisade de Saint-Louis, en 1260. Collège ainsi nommé en hommage à Saint-Côme et Saint-Damien, dont nous avons parlé. Son siège était l'église de Saint-Côme et de Saint-Damien. Cette église, dont on voit l'emplacement sur un plan de Turgot et le portail, fut bâtie en 1210, à l'angle de la rue de la Harpe, l'actuel boulevard Saint-Michel, et de la rue des Cordeliers, l'actuelle rue de l'École de médecine. Elle fut démolie en 1835 lors de travaux qui donnèrent la rue Racine et le boulevard Saint-Michel. En 1301, Pitard organisa une hiérarchie entre les chirurgiens. Ceux qui avaient suivi l'enseignement à Saint-Côme et qui avaient été examinés par 6 jurés étaient maîtres chirurgiens et avaient le droit au port d'une longue soutane noire, comme on le voit ici. Ils étaient donc dits de robe longue. Les chirurgiens de ce collège se devaient mutuellement assistance et recevaient le bonnet magistral au chapitre de l'Hôtel-Dieu de Paris. Le latin y était indispensable. Ils avaient une activité relativement variée. Les autres, les chirurgiens barbiers, portaient une robe courte et leur pratique chirurgicale était très limitée. Anthrax, bosses, l'ouverture des abcès, la pose de ventouses, les saignées, mais aussi, d'où son nom, raser, couper les cheveux. Signalons aussi une particularité pour la chirurgie de guerre, sur laquelle nous reviendrons à propos d'Ambroise Paré. On a vu le rôle joué par les décisions conciliaires successives, et en particulier celle du Concile de Latran en 1215, ou des réglementations de différents ordres religieux qui vont tendre à limiter l'exercice de l'art de guérir par les clercs, la mesure la plus respectée étant bien sûr l'interdiction de pratiquer la chirurgie. Mais, de plus, au Moyen Âge, progressa justement grâce à l'université la médecine arabo-galénique, fondée sur la pathologie humorale d'Hippocrate et où la saignée tenait une grande place, ce qui créa une demande croissante de seigneurs et, par voie de conséquence, développa l'enseignement de la chirurgie. Le plus connu des chirurgiens parisiens de l'époque fut Guido Lanfranchi, ou Lanfranc en français, né vers 1250 et mort en 1306. Exilé de Milan en 1290, cet élève de Guillaume de Salicet, moine dominicain dont nous reparlerons à propos de Bologne, Lanfranc vint d'abord à Lyon, où il fut l'auteur d'une Chirurgia Magna, en 1296, dédiée à Philippe le Bel. Il apporta les techniques chirurgicales d'Italie du Nord, comme le premier nœud de chirurgien et la première tentative de traitement de la douleur par névrotomie. Il va ensuite à Paris, où il eut comme élève le Belge Hyperman, un chirurgien flamand né vers 1260 à Ypres et mort en 1331 et qui a d'ailleurs laissé son nom à l'hôpital de sa ville de naissance. Lanfranc s'opposait à la séparation de la médecine et de la chirurgie, mais aussi à celle des chirurgiens et des barbiers. « Nul ne peut être bon médecin, écrivit-il, s'il ignore la chirurgie. Nul ne peut être bon chirurgien s'il ignore la médecine. » Les étudiants en médecine se répartirent, entre le XIIe et le XVe siècle, de la manière suivante selon les facultés. Paris, 62,9%, Montpellier, 24,6%, les autres facultés françaises ne regroupant que 10,5% des étudiants.
Il faut également considérer que presque 7% d'entre eux iront fréquenter les facultés étrangères, notamment italiennes. Si elle forma plus d'étudiants, l'Université de Paris ne prendra l'ascendant intellectuel sur Montpellier, dont on voit ici le musée d'anatomie, qu'au moment de la Révolution française, à l'époque de sa suppression et sa transformation en faculté. Nous y reviendrons dans les vidéos consacrées à cette période. Mais avant cela, nous allons rejoindre les deux grandes facultés italiennes de Padoue et Bologne dont nous avons parlé, sur Histomed, la chaîne de l'histoire de la médecine en question.